Et vous, vous êtes heureux à Molène? Ah, très bien, mais c'est le pays le plus calme. Vous allez souvent au continent? Oh, très rarement. Oh, ça me dit rien, le continent. Mais pas du tout. Uniquement à Molène. Molène, voilà. Naître à Molène et mourir à Molène. Ouais, mourir, c'est ça. Là, vous avez deviné. Bonjour à tous, ici Corsac pour Baguette et Musette. Nous revenons après cette petite pause sur internet pour un nouveau Terre de nos pères. Au programme aujourd'hui, la découverte de la Bretagne. Une région qui, nous le savons, pourra faire controverse dans les commentaires, mais à l'heure où l'Occident dépérit, il n'est pas question de savoir si Nantes est actuellement en Bretagne ou si la France doit lui donner son indépendance. Car ce sont là des combats pour des personnes qui n'ont ni compris les stratégies européistes, ni fixer des priorités réalistes dans leur schéma de pensée politique. Nous sommes ici pour réaliser une base de données inspirante pour organiser son quotidien de manière cohérente par rapport à la région où nous vivons en France, ne serait-ce qu'en commençant à manger des spécialités du coin, à appréhender le paysage avec quelques connaissances historiques, pour à notre tour tenter d'apporter des choses à ces cultures locales. Nous sommes des ravitailleurs du feu et non des adorateurs des cendres. Comme d'habitude, l'émission n'est pas exhaustive et nous vous laissons en description quelques sources et un sommaire de notre étude. Faisons tout d'abord un petit point géographique. Les paysages bretons ont acquis une solide réputation dans le monde entier et plus particulièrement en France pour leur authenticité. La culture locale y est encore plus ou moins préservée, beaucoup de monde se réclame de cette région à forte identité, ne serait-ce que grâce à une petite goutte de sang d'un grand-oncle éloigné. Un chauvinisme et une fierté régionale qu'on ne trouve, hélas, que dans le discours, beaucoup moins en politique. La Bretagne est en effet une région qui vote rouge depuis maintenant quelques dizaines d'années, un paradoxe explicable par le fait que la gauche, si tant est que cette notion ait encore un sens, s'est accaparée cette culture pour l'opposer à la culture française et au nationalisme à partir des années 60. On ne sera donc pas étonné de trouver des populations parfois quelque peu marginales aux alentours de Brest ou de Rennes. Pourtant, la Bretagne a une histoire et une culture qui ferait crisser des dents n'importe quel mondialiste. En effet, cette région celtisante, faisant preuve d'une résistance hors norme devant n'importe quel envahisseur, qu'il soit viking, franc ou anglais, a été pendant longtemps fortement chrétienne et enracinée, ce qui explique que la culture y ait encore une telle place, bien qu'elle soit souvent parodiée ou instrumentalisée. Mais revenons à nos moutons et parlons un peu de paysages. Les paysages bretons sont nombreux et variés, tout comme les éléments qui les composent. Lorsqu'on se balade au cœur de la Bretagne, vers les terres, on y trouve l'Argoat. L'Argoat est un ensemble de paysages composé de vallées, de landes, de forêts, de tourbières, qui a été longtemps délaissé par les populations des 4 départements bretons qui favorisaient les côtes. Aussi, il est encore possible de s'aventurer dans des paysages d'une rudesse et d'une tranquillité hébétante à l'heure du brouhaha de ce monde. C'est au cœur de ces terres de bocage que l'on trouve de superbes petits hameaux faits de vieilles pierres. Le paysage tend hélas à se transformer, du fait de l'agriculture intensive qui détruit les bocages au profit de plus grandes parcelles. Mais la Bretagne ne fait pas exception dans ce processus de transformation. L'Argoat, du fait de ses caractéristiques géographiques, a souvent été un lieu de maquis, et encore récemment. On y a vu naître des rébellions comme celle des Bonnets Rouges contre le papier timbré sous l'Ancien Régime, celle de la chouannerie bretonne sous la Révolution française. On y a aussi vu naître des réseaux de résistance durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore des groupuscules indépendantistes. Voici quelques paysages d'exception de l'Argoat. Les Grès, paysage de roches et de landes, près de Rochefort en terre dans le Morbihan. Le paysage des montagnes noires et des monts d'Arrée, où se trouve le point culminant de la Bretagne en Finistère. Les gorges du Goron dans les côtes d'Armor, ou encore la forêt de Brocéliande en Ille-et-Vilaine. Mais bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. On a longtemps délimité l'étendue de l'Argoat et de l'Armor avec la présence ou non de bois de chauffage. Voici donc une définition plus explicite. L'Argoat fait opposition à l'Armor, qui est le pays où le bois ne pousse pas. Un arvor est une zone de 1 à 2 lieues de largeur
qui longe le bord de la mer et dans laquelle les vents, et avec eux les embruns salés, gênent la croissance des arbres. Dans ces contrées, en effet, le bois de chauffage fait complètement défaut, et, pour les besoins du ménage, les habitants font usage de plusieurs matières desséchées au soleil, comme des fougères, des bousses de vache, des mottes de terre gazonnées ou des goémons. Cette définition est une transition toute faite pour parler de l'Armor, le pays de la mer. Lorsque l'on se dirige vers la côte, ce sont les falaises, les plages et l'océan qui attirent l'œil. Impossible, lorsque l'on est breton, de faire abstraction des phares qui jouxtent les proximités de la côte. C'est là qu'on trouve de grandes villes bretonnes, mais aussi les villages de pêcheurs les plus atypiques, ainsi que des paysages spectaculaires. La côte du Finistère offre par exemple de superbes plages trop balayées par les vents pour être envahies, avec de superbes chaos granitiques. Le Finistère offre aussi des paysages atypiques comme les abers, tout comme le Morbihan avec ses rias, son golfe, qui sont de véritables écosystèmes à eux tout seuls. Mais l'Armor, c'est aussi ces îles sur lesquelles se déchaînent les tempêtes, comme Molène, Ouessant ou Saint. Voici donc à présent une liste non exhaustive de paysages d'exception en Armor. On peut parler de la Ria d'Etel en Morbihan, ou alors des chaos granitiques de Kerlouan dans le Finistère, par exemple, de la côte de granit rose dans les côtes d'Armor, ou encore de la côte d'Émeraude en Ille-et-Vilaine. Encore une fois, nous ne sommes pas une office de tourisme. Nous partons juste du constat que la culture d'un peuple est intimement liée au paysage dans lequel il évolue. À présent, qu'en est-il de l'histoire de la Bretagne ? Comment expliquer la présence d'une peuplade aussi celtisante en terre de France ? Nous ne nous éterniserons pas dessus car l'histoire bretonne est connue par beaucoup. Néanmoins, nous soulignerons la naissance de quelques places fortes de l'histoire de France en son sein ainsi que l'apparition de personnages hors du commun. La Bretagne, armorique, de même que le reste de la Gaule, demeure pendant des siècles enveloppée d'une obscurité profonde. On conjecture que l'Armorique fut peuplée de bonnes heures, sans qu'on sache rien de précis sur la provenance de ses premiers habitants, venus probablement de points divers. Moins de 1000 ans avant l'ère chrétienne, la Bretagne en était encore à l'âge de pierre. Toutefois, elle s'était rapidement constituée un état social relativement élaboré. On sait par exemple qu'une religion était rapidement instituée, en témoignent les nombreux monuments mégalithiques que l'on peut voir en Bretagne. Ceux-ci consistent en pierres brutes appelées dans le pays, selon leur forme ou leur destination, menhir, dolmen ou cromlech. C'est sur ces fondements qu'une longue tradition druidique va se former au milieu des populations celtiques. Elle résistera à la romanisation et survivra même quelque temps à la christianisation de la région. Après une longue période de résistance, la région va finalement être romanisée vers le IVe siècle et est recouverte de forteresses romaines. Certains châteaux, comme le château de Brest par exemple, seraient d'ailleurs bâtis sur des vestiges de ces forteresses. Au 5e et 6e siècle, d'autres arrivants vont s'installer en Bretagne, mais ceux-ci sont d'origine commune avec les anciens Gaulois de la région. Ce sont les Bretons insulaires venant de l'actuelle Angleterre qui fuient les invasions barbares des Angles et des Saxons. Ces populations vont être accueillies avec hospitalité, et c'est d'ailleurs avec leur venue que l'Armorique occidentale va prendre le nom de Bretagne. Certains de ces arrivants vont compter parmi les élites de la Bretagne armoricaine, que ce soit des élites politiques comme Conan Mériadec, qui aurait reçu la Bretagne des mains d'un général romain déchu, ou d'élites religieuses, avec des saints ou des moines venus de ces îles. Ils s'appellent Brieux, Paterne, Budoc, Corentin, Azénor, Gilda, Guénolé, Tugdual, Malo, Méhène, Paul, Ronan ou Samson. Ils emmènent avec eux les profondes racines chrétiennes de la Bretagne, tout en ravivant l'âme celtique de cette région qui a déjà été romanisée. C'est un juste retour des choses. Cela nous montre que, contrairement à ce que pensent les néo-païens, que christianisme et identité celtique ne s'opposent guère. Comme toujours, l'Église catholique a su respecter et acculturer ses dogmes aux populations locales. Aussi, retrouve-t-on des lieux où s'entremêlent héritage païen et culture chrétienne. Les chrétiens bretons insulaires arrivés en Armorique vont jeter les bases
de la chrétienté celtique en France. Parce que les villes y sont rares, la Bretagne ne peut avoir une structure calquée sur Rome avec une communauté urbaine groupée autour d'un évêque. Il faut ainsi développer un nouveau modèle. Et c'est ce christianisme spécifique, hérité de l'Irlande de Saint-Patrick, qui persiste en Bretagne jusqu'à la destruction de l'abbaye de Landévennec en 913 par les Vikings. Le christianisme spécifique qui va se développer en Bretagne va se retrouver intégré à l'Église catholique. Il se distingue par la place qu'il laisse aux femmes, par la tonsure spécifique, par la très grande austérité et surtout par l'importance du monachisme. Les abbés, les abbayes, étant les chefs de cette église. Ces religieux, nombreux, lettrés, maîtrisant plusieurs cultures, chrétiennes et classiques, de langue latine ou grecque ou bretonne, totalement désintéressés au point de ne pas faire payer leurs services, se retrouvent bientôt enseignant dans de nombreuses cours d'Europe, comme celle de Charlemagne. Car oui, bien qu'indépendante, la Bretagne a plusieurs fois prêté allégeance au royaume de France, et cela de son plein gré, puisqu'elle a toujours su lui résister. Cela commença dès Clovis, auquel le roi Budique prête allégeance, puis, au 7e siècle, le duc ou roi Judicaël vint rendre hommage à Dagobert. Plus tard, c'est finalement Pépin le Bref qui établit à Vannes un comte des Marches de Bretagne. On se rappelle du fameux Roland investi de cette dignité sous Charlemagne. Et puis finalement, toute la Bretagne, en 799, reconnaît l'autorité de Charlemagne. En 822 commence avec Novi-Noé une deuxième dynastie de comtes. Sous celle-ci, la Bretagne se scinde en 3 comtés, Vannes, Nantes ou Rennes. Et puis finalement, tout le comté de Bretagne est déclaré vassal du duché de Normandie en 912, après l'invasion viking. Comme nous pouvions nous en douter, la Bretagne va souvent avoir une histoire mêlée à l'histoire de France, bien que parfois parallèle. Aussi est-elle affectée durant le Moyen-Âge par la guerre de Cent Ans, mais c'est une guerre à part qui va se mener sur ces terres, appelée guerre de succession de Bretagne. L'Angleterre et la France, alors en guerre l'une contre l'autre, vont prendre parti pour les 2 prétendants au duché de Bretagne. L'Angleterre va se ranger du côté des Bretons montfortistes, tandis que la France va se ranger du côté des Bretons fidèles à Charles de Blois. C'est finalement les montfortistes qui vont l'emporter, mettant au trône du duché de Bretagne Jean IV et créant ainsi une alliance avec l'Angleterre. C'est durant cette période que vont s'illustrer des grands noms de l'histoire de France comme Bertrand du Guesclin, dit le Dogue noir de Brocéliande, qui prendra part aux 2 conflits et qui commencera par cette guerre de succession pour se faire une solide réputation auprès des Anglois. Il deviendra connétable de France. Ce chevalier est un valeureux combattant, mais c'est surtout un fin stratège. Il n'hésite pas à user de la ruse. Aussi s'habille-t-il en bûcheron avec ses hommes pour prendre aux Anglais le château de Fougeray en 1350. D'une grande laideur, on raconte que Bertrand du Guesclin réussit à séduire une très belle femme après un duel sur la place principale de Dinan contre un chevalier anglais, Thomas de Canterbury, qui tenait son frère en otage. Ce dernier à cheval va désarçonner Bertrand du Guesclin et va refuser de descendre de sa monture comme l'exigerait la loyauté contre l'adversaire. Bertrand du Guesclin va finalement parvenir à tuer son cheval, lui arracher son casque et le marquer au visage. Ce duel, qui lui vaudra un heureux mariage, marquera sa devise de chevalier. Le courage donne ce que la beauté refuse. La Bretagne a donc offert à la France des hommes et des femmes au caractère bien trempé, et a fait preuve de grands sacrifices pour le bien de tous. Ainsi, n'oublions pas que l'union de la Bretagne à la France en 1491 s'est faite après un mariage rompu entre Maximilien d'Autriche, futur empereur du Saint-Empire romain germanique et allié des Anglais, et Anne de Bretagne, qui épousera finalement Charles VIII, roi de France, pour préserver l'union et la tranquillité de la France et de l'Angleterre. En contrepartie, Anne ne manquera pas d'acquérir des privilèges pour son duché, comme l'exemption d'impôts et l'indépendance de son Parlement. La France et la Bretagne allaient désormais avancer de pair dans l'édification d'une grande histoire. Malgré tout, on remarquera que leurs relations s'envenimeront au fur et à mesure que la France se centralisera. Les Bretons ne manqueront pas de se révolter jusqu'à obtenir les largesses des rois de France, mais néanmoins,
La révolte des papiers timbrés, durement réprimée dans le sang contre les bonnets rouges, annonçait les prémices des relations qui allaient se déliter. Si la Bretagne a su bien volontiers porter le poids des guerres maritimes du royaume de France avec des cités de corsaires prestigieuses comme Saint-Malo, avec de valeureux marins comme Surcouf par exemple, elle se rappellera parfois, avec un goût amer, les traitements que lui feront subir non pas la France, mais la République, qui prendra à revers tout ce que la monarchie avait pu construire avec la Bretagne. Outre les dures répressions contre la chouannerie bretonne commises par la République, on peut évoquer le camp de Conly, où la toute jeune Troisième République revancharde, après la défaite de Sedan en 1870, mobilise des milliers de Bretons pour lever une armée, sans parvenir finalement à les équiper en matériel et en armes. Les Bretons sont parqués dans un immense bourbier et subissent les caprices du climat et de la neige. Le camp militaire, où il est très difficile de se déplacer, devient rapidement, et malgré lui, un véritable camp de concentration, où les maladies se propagent à grande vitesse. On fait état d'une centaine de morts sur le camp, ce qui n'est pas grand-chose compte tenu des dizaines de milliers de soldats, mais en réalité on peut comptabiliser aussi les milliers de Bretons qui seront tués par les Prussiens dans les jours suivants, sans avoir pu réellement se rétablir de ce traitement. La République, ou plus généralement le système financier, réitérera le massacre de la jeunesse bretonne, et plus généralement de la jeunesse française, quelques décennies plus tard en fauchant ces générations, comme les blés dans la boue des tranchées, pour sauvegarder les intérêts de la machine capitaliste. Les frustrations face à ces événements dramatiques feront renaître les revendications indépendantistes pour aboutir à la formation de groupuscules armés transcourants comme le FLB dans les années 1960. Après avoir revêtu un caractère très identitaire et très enraciné dans les années 20 ou les années 30, l'indépendantisme breton va finalement être récupéré par certains militants d'extrême gauche pour l'opposer à la culture française, ce qui est paradoxal lorsqu'on voit comment la destruction de cette même culture bretonne est causée aujourd'hui par leur xénophilie. Aussi n'ont-ils pas compris, ou alors peu d'entre eux, que c'est l'idéologie républicaine, et non pas la France, qui a voulu effacer les identités régionales pour que l'homogénéité aille dans le sens des intérêts économiques. On retrouve cette même idéologie qui cherche à générer un consommateur interchangeable dans la suppression des frontières entre les nations, les identités biologiques, les peuples, les religions, etc. Cette même idéologie dans laquelle les militants d'extrême gauche se complaisent. Malgré ce monopole qu'avait pu avoir un certain gauchisme sur l'identité bretonne, elle tend aujourd'hui à se réapproprier un fond véritablement identitaire et non plus seulement touristique ou anticonformiste, à travers des initiatives comme le Fez-et-Braise, qui est un pèlerinage de tradition à l'échelle et aux couleurs de la Bretagne, où on découvre le réenracinement des cantiques bretons, la spiritualité locale ainsi que des hauts lieux de chrétienté comme Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan. Le paysage, l'histoire, la culture, voilà des notions fondamentales pour comprendre le patrimoine architectural d'une région. Si nous avons toujours l'impression d'évoquer nostalgiquement la vieille pierre dans cette rubrique, n'oublions pas qu'il existe encore de nos jours des artisans qui se donnent du mal pour que des savoir-faire persistent, se réinventent ou reviennent au goût du jour. C'est le cas de certains tailleurs de pierre, de couvreurs de toits de chaume ou d'ardoise, ou d'artisans du bois par exemple. On résume souvent l'habitat breton aux longères que l'on retrouve dans de nombreuses régions pauvres. Occupées par des paysans ou des petits tenanciers, souvent étroites et de plein pied, elles permettent de faire cohabiter les hommes et le cheptel. Cependant, la variété des types d'habitation révèle des faits de société propres à chaque région de la Bretagne. Parlons à présent des maisons côtières bretonnes. Même dans cette catégorie, il existe beaucoup de différents styles de maisons. Il existe par exemple des maisons de prestige qui peuvent être trouvées à proximité de Saint-Malo, étant ainsi appelées malouinières. La malouinière est issue du XVIIe et XVIIIe siècle. Ces maisons sont comme des sortes de manoirs, de jolies maisons de luxe à l'origine construites par de riches armateurs aux alentours de Saint-Malo. Elles ont souvent de hautes cheminées et des toits en ardoise, des preuves du savoir-faire local. Plus modestes mais dans le même esprit, on trouve aussi les maisons de capitaine. Elles sont quant à elles dotées de caves dans lesquelles les propriétaires pouvaient y entreposer leur butin. On peut également parler des maisons de pêcheurs qui sont souvent en petits groupes, formant ainsi un petit village.
Les toits ont des lucarnes avec souvent 2 chambres en bas et une chambre à l'étage, juste sous le toit, dans le grenier. Les boiseries des maisons de pêcheurs et côtières sont souvent peintes en bleu. Dans le pays bigoudin, on appelle ces maisons les pentis, y compris sur la presqu'île de Crozon, où elles hébergent pêcheurs comme paysans. Dans ces petites maisons où il fallait baisser la tête pour ne pas se cogner au linteau de la porte d'entrée, le couple dormait avec l'enfant le plus jeune dans un lit clos breton, dont le matelas était en fourrage et le reste de la pièce faisait office de salle à manger, cuisine, avec une table adaptée à la taille de la famille. Tout ceci sur un sol de terre battue. Les toits ont longtemps été en chaume, des chaumes récupérés sur les parcelles céréalières qui permettaient de réparer la couverture après chaque tempête destructrice, et l'ardoise ne se répandra largement qu'au XIXe siècle. Évoquons à présent quelques monuments hors du commun. Pour ce qui est du patrimoine religieux, il est riche. Il faut rappeler que si chaque chapelle bretonne est un petit trésor dans lequel on découvre de superbes maîtres-autels, les basiliques et les cathédrales bretonnes ont aussi leurs particularités. Aussi peut-on évoquer dans le Morbihan la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, finalisée en 1872, à la suite d'apparition de Sainte-Anne, un petit paysan breton au XVIIe siècle. Le sanctuaire témoigne de la piété des Bretons avec ses nombreuses médailles militaires en ex-voto collées à même l'autel à Sainte-Anne, ou alors la Scala Santa située devant le sanctuaire que l'on monte à genoux pour implorer les faveurs de Sainte-Anne. Sur cette même place du sanctuaire, on retrouve une fontaine bénie, dédiée à Sainte-Anne. C'est l'emplacement de la source où Yvon Nicolazic a eu ses premières apparitions. Des miracles de guérison lui sont associés, mais c'est un fait peu connu. Toujours dans le Morbihan, on peut parler de la basilique de Notre-Dame du Roncier. Elle doit son appellation au fait qu'un paysan, en 808, trouva une statue de la Vierge dans un roncier, et que cette dernière qu'il essayait de ramener chez lui ne faisait que disparaître pour réapparaître de nouveau dans ce roncier. Il décida donc de bâtir une chapelle, et au fil du temps, d'autres personnes vinrent s'installer dans ce qui devint la cité de Josselin. On aurait envie de se restreindre tant le patrimoine breton est exceptionnel, mais comment ne pas vous parler de magnifiques villages médiévaux comme Montcontour dans les Côtes d'Armor avec son clocher atypique et ses superbes remparts. On pourrait aussi parler de Tréguier dans la même région avec ses maisons à colombages colorés. Comment ne pas parler de merveilles comme les calvaires qui balisent le moindre carrefour en Bretagne et qui sont parfois à eux tout seuls de véritables leçons de catéchisme, comme par exemple le calvaire de l'enclos paroissial de Plougastel-Daoulas qui dépeint de nombreuses scènes de la vie du Christ. On pourrait aussi parler des phares qui défient les caprices de l'océan, comme les Pierres Noires, le phare de la Vieille ou encore Armen, pour ne citer qu'eux, et qui sont de véritables prouesses architecturales, tant il a été difficile de les construire, mais aussi d'habiter dedans, ne l'oublions pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on aimait à donner des surnoms aux phares. En effet, les phares les plus loin dans l'océan étaient appelés les enfers, car il était très difficile d'y vivre pour les gardiens de phare. Les phares au niveau intermédiaire étaient appelés des purgatoires, tandis que les phares sur la côte, même la côte où il était possible de descendre à pied, étaient appelés des paradis. Et dans tout cela, nous n'avons pas encore évoqué les châteaux qui n'ont rien à envier au château de la Loire. Enfin bref, cette balade a dû bien vous creuser l'appétit. Nous allons nous arrêter pour manger un bout dans une taverne du coin, avant d'évoquer quelques joyeusetés folkloriques telles que la langue, les danses et les costumes aux couleurs de la région, ainsi que le bestiaire fantastique breton, qui ferait frémir les plus superstitieux, car la Bretagne c'est avant tout une terre de légendes. La cuisine bretonne est certainement la gastronomie régionale la plus connue de France, et à raison. Riche en saveurs et en beurre, elle est incontournable. Pour ripailler comme il se doit, nous vous proposerons en entrée des huîtres de Cancale. La baie de Cancale est riche en plancton, et c'est ce plancton qui confère aux huîtres d'ici leur goût particulièrement frais et salé. Le passé ostréicole de Cancale, surnommé capitale de l'huître plate, remonte aux Romains qui mangeaient déjà ces huîtres. Plus tard, ce sera aussi la cour de France qui sera cliente régulière des ostréiculteurs locaux. Après ces arômes de la mer, nous vous proposerons une recette du Nord Finistère qui tient bien au corps, appelée le kick à farce, traduit en français par viande et phare. Le sarrasin, à partir duquel on concocte cette recette, n'est apparu en Bretagne qu'à partir du XVIIe siècle.
ce qui nous donne un aperçu de l'ancienneté du plat. À l'origine, on en faisait un plat complet qui avait l'avantage de cuire tout seul quand tout le monde était au champ. En effet, cela requiert au minimum 4 heures de cuisson. On n'utilisait que du lard, mais avec le temps, d'autres morceaux de viande sont venus enrichir la recette. Pour ce qui est de la particularité de la recette, on enferme dans un sac de toile une pâte consistante composée de farine de sarrasin, de blé noir, d'œufs, de lait, de beurre ou de saindoux. On met ce sac bien fermé à cuire avec la viande disposée au fond d'une très grande marmite, les légumes au-dessus, et le tout largement recouvert d'eau. On obtient alors une soupe de légumes. Puis, le légume, les fards noirs et blancs, sont coupés en tranches ou émiettés dans les assiettes creuses avec le bouillon et la viande. Pour finir les choses en beauté et en légèreté, nous vous proposerons l'incontournable Queen qui signifie littéralement beurre et sucre en breton. C'est un gâteau à couches superposées, originaire de Douarnenez, qui a été conçu au XIXe siècle, à une époque où la farine faisait défaut, ce qui explique les proportions colossales de beurre et de sucre utilisées pour le réaliser. Vous n'oublierez pas, bien sûr, d'arroser ce repas de cidre ou de chouchen. Maintenant que vous êtes rempli comme une outre, nous allons vous donner un bref aperçu de la culture bretonne, que ce soit au niveau de la langue, des festivités ou des danses, avant de vous conter la légende de l'Ankou. La langue bretonne, avec ses 207 000 locuteurs recensés, est une des particularités régionales les plus accentuées de France. Comme les autres langues celtiques actuelles, le breton provient historiquement des îles britanniques. Il est également apparenté au gaulois, langue aujourd'hui éteinte qui se parlait au début de notre ère dans une bonne partie de l'Europe occidentale. Les langues avec lesquelles il partage le plus de points communs sont le gallois et le cornouaillais. La langue n'a jamais été codifiée avant le XIXe siècle, ce qui explique les grandes différences qu'il pouvait exister entre les régions de Bretagne d'un breton à l'autre, car la langue était avant tout une tradition orale. Beaucoup de ces disparités ont disparu aujourd'hui avec la codification du breton à partir du XIXe et du XXe siècle, si bien que le breton actuel est parfois éloigné de celui qu'on pouvait parler autrefois. Néanmoins, le breton tire tout de même ses racines de 1500 ans de locution. Il ne faudrait également pas oublier le gallo, qui est le patois officiel de la Bretagne, parlé dans l'est de la région. Qu'en est-il à présent de la danse bretonne ? L'histoire de la danse bretonne remonte à des siècles et s'apparente beaucoup à l'histoire de danse que nous avons déjà évoquée dans cette émission. Les Bretons ont toujours dansé, que ce soit pour le plaisir ou pour les travaux agricoles. Au XIXe siècle, dans le monde agricole, les grandes occasions de danse étaient nombreuses. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clés de la vie des gens. Il n'était pas rare, par exemple, de danser lors des grands travaux agricoles, tels que la moisson, l'arrachage des pommes de terre, durant les activités de groupe, comme la fabrication des paniers en osier, ou les événements familiaux tels que les mariages, les événements commerciaux tels que les foires, ou alors les événements religieux, comme les pardons bretons par exemple. Il existe une multitude de danses bretonnes, on en aurait comptabilisé environ 650. Mais bon, les deux principales qui sont encore aujourd'hui fortement pratiquées sont la gavotte et l'andro. Mais il existe aussi la fiselle, l'anterdrôle, les laridés, les ridés, etc., etc. La gavotte serait l'une des danses les plus anciennes de Bretagne. C'est la danse la plus répandue et sûrement la plus connue. Elle est aussi l'une des danses les plus simples à interpréter et par conséquent l'une des plus appréciées. Elle se décompose en 8 temps et se danse en chaîne en se déplaçant vers la gauche. Pour ce qui est de l'endro ou andro, c'est une danse cousine de la gavotte qui se danse en cercle en remuant les jambes et en envoyant les bras en l'air. Cette danse s'effectue tout le temps en se déplaçant vers la gauche et en se tenant les petits doigts en alternant filles et garçons. La difficulté de cette danse consiste à synchroniser le mouvement de ses pieds avec celui de ses bras. Toutes ces danses sont bien entendu accompagnées des traditionnelles bombardes, binious, clarinettes, voire flûtes traversières. Pour ce qui est des costumes, ils sont relativement récents, bien que très connus. En effet, ils sont surtout répandus au XIXe siècle. Mais un vrai breton saura mieux vous en parler que nous. Et voici ce qu'on peut lire sous la plume d'Erwan Valéry. Le costume a évolué au cours du temps.
avec une forte différenciation locale au XIXe siècle qui s'est accentuée jusqu'à la Première Guerre mondiale. À l'obsession paranoïaque de l'uniformité républicaine répondit une obsession réflexe de la singularité. C'est au XIXe siècle que le costume breton se diversifia. Chaque bourg, chaque village, chaque quartier de ville, mais aussi chaque caste, chaque âge et chaque profession, mit son point d'honneur à se distinguer du voisin par le jeu des broderies et des couleurs. Cette diversité se retrouve dans un proverbe breton. Cant bro, cant guise. Autrement dit, pour 100 pays, 100 modes. Le mouvement va cesser avec les costumes uniformément noirs, les seuls autorisés en cas de veuvage, imposés par le massacre de 14-18. La Bretagne entrait donc dans la modernité à la force des baïonnettes. Nous terminerons cette émission avec notre traditionnelle pause musicale, mais avant cela nous évoquerons la légende de l'Ankou. Merci à tous ceux qui auront fait l'effort de rester jusqu'ici. On dépeint l'Ankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Son corps est bien fait de chair et d'os puisqu'il a été jadis un homme. Il prend le corps du dernier mort de l'année, qui fera son office pendant 1 an et 1 nuit, tenant toujours dans sa main sa faux à la lame retournée pour renverser les trépassés. Le char de l'Ankou, Carrick ou Carrigalalankou, est fait à peu près comme les charrettes dans lesquelles on transposait autrefois les morts. Il collecte ainsi les âmes des défunts dans sa charrette et les conduit dans l'autre monde en passant par les monts d'arrêt. L'Ankou se servirait d'un ossement humain pour aiguiser sa faux. Quelquefois, il en fait redresser le fer par les forgerons qui, sous prétexte d'ouvrages pressés, ne craignent pas de tenir leur feu allumé le samedi soir après minuit. Mais le forgeron qui a travaillé pour l'Ankou ne travaille plus ensuite pour personne. Fallait que je t'en parle car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent norois. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Et ce putain de glas qui résonne quand elle a repris, tout le monde le sait. Là-bas si c'est pas pour ta pomme on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Puis parfois toute la violence qui fait lever le poing sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance après la langue, on vise la race. Qu'elle sait pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Des fois que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale. Fait qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale. Sa liberté c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. Mais sa terre qui a fait serment d'être à jamais internationale. Oiseaux de mer quand ils reviennent près du rivage, que j'ai compris qu'il y a l'enfer mais que ça vaut toujours mieux qu'une cage. Et même quand chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages, ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage.
Your